J'appelle la communication suivante du docteur. On remercie d'abord le professeur Doria. Et j'appelle la communication suivante du docteur Dimitri Leperlier sur modélisation 3D en chirurgie orthopédique des animaux de compagnie. Et j'y suis sensible en tant qu'orthopédiste. Merci à tous, merci pour l'invitation, merci aux deux académies et pour l'accueil. Donc, je vais vous parler un peu de modélisation 3D dans mon domaine principal qui est l'orthopédie des animaux de compagnie. Pourquoi est-ce qu'on modélise? On modélise tout simplement parce que si vous n'avez pas de plan, comme on dit des grands penseurs et hommes politiques anglo-saxons, vous êtes sur les rails pour un échec. Je n'irai pas plus loin dans la traduction, mais c'est quelque chose qui est connu. En particulier, j'ai envie de vous dire, quand on parle d'ostéotomie correctrice, réaliser une ostéotomie correctrice sans avoir un plan, bah, c'est se reposer sur sa chance, son talent et le bon jour. La problématique vétérinaire, en plus, c'est une problématique de format. J'ai envie de dire, tenter le jeu de mots, une problématique de taille. Entre un chihuahua qui peut faire 8 cm et un dog allemand de 120, ça c'est les deux, le plus petit et le plus grand chien en Angleterre actuellement. On a une véritable problématique si vous voulez vous reposer sur votre routine chirurgicale et que vous n'avez pas un plan bien défini. Et j'ai limité ma comparaison à l'espèce canine. On pourrait s'amuser à partir du chihuahua et aller jusqu'à la girafe. Donc on a une vraie problématique vétérinaire qui est propre à la variation des formats et des anatomies de nos patients. Donc, on planifie toujours pour les mêmes raisons. Limiter la durée opératoire, réduire le traumatisme. On en a parlé, la consistance du résultat. Et comment est-ce qu'on le réalise? Historiquement, avec des calques. Aujourd'hui, de manière routinière, avec des calques numériques. Et puis, pour ce qui va nous intéresser là, dans la conférence aujourd'hui, l'impression 3D, la planification 3D et informatique. Donc, le standard actuel aujourd'hui, c'est les calques informatiques. On réduit les problèmes de grossissement en mettant à l'échelle. Il y a plein de solutions digitales sur le marché. Moi, j'utilise OrthoView, mais il y en a une trentaine, je pense, sur le marché. Et on va pouvoir réduire la fracture, rétablir l'alignement osseux et planifier la chirurgie avant d'aller au bloc opératoire, déterminer la taille des implants, l'angulation des vis, le type de vis qu'on va utiliser, leur taille, leur position, et avoir un véritable plan avant de rentrer au bloc opératoire et ensuite exécuter ce plan-là. Mais le thème aujourd'hui, c'est quand même modélisation 3D. Cette modélisation 3D, elle est arrivée, elle est devenue possible quand? À partir du moment où on a eu des scanners. Les scanners, ils sont arrivés assez tardivement dans le monde vétérinaire avant d'exploser, essentiellement pour des questions de coût. Et on a, il y a 18 ans, une publication qui a été faite par une équipe marseillaise qui a pris leur stock de scanners et ils ont regardé quels étaient les corridors d'implantation possibles dans des vertèbres. C'est vrai que c'est un endroit où c'est particulièrement intéressant de savoir si on va taper une artère vertébrale, comme on la voit passer dans le foramen là, ou la moelle épinière. Et partant de là, pour toutes les cliniques qui n'étaient pas équipées, le premier scanner, je pense, a été mis à Maison-Alfort, le deuxième à Marseille, et ça a mis très longtemps avant de se diffuser derrière. Et on a utilisé ces données, c'est-à-dire qu'on prenait l'article, on disait une vertèbre L7, il faut mettre les vis à 15 degrés. Vous vous doutez bien qu'entre un chihuahua, un dog allemand, ça varie déjà, et si on va un petit peu plus large, ce n'était pas très précis. Donc, la diffusion du scanner dans les structures vétérinaires, ça a permis d'avoir une modélisation qui était propre à chaque patient. Et pour parler un petit peu d'orthopédie, pour faire plaisir à tout le monde, il va se limiter au rachis, j'ai pris un cas de luxation sacro-iliaque. Donc, c'est un scanner de chat qui a probablement pris un coup de voiture. Il a eu du mal à échapper à la voiture et il s'est fait taper l'ischium par la voiture. Et on voit une luxation sacro-iliaque qui est présente ici du côté droit. Et cette luxation sacro-iliaque, on va pouvoir planifier la chirurgie grâce au scanner en 3 dimensions. Et pourquoi c'est important? Pour une question de taille. Le sacrum, là, on ne peut pas bien lire les chiffres, mais ce qu'on a mesuré, c'est la hauteur entre le canal où passe la queue de cheval. Ventralement, on va avoir les artères sacrées qui vont être là. Et la hauteur qu'on a ici pour placer notre implant, c'est 4,3 mm. Et on aura déterminé sa longueur pour avoir un bon ancrage. Donc, ce corridor de sécurité dans les implantations assez petites et des patients qui sont petits, un chat, ça fait 3 kg. Et quand on a au choix l'artère sacrée ou la queue de cheval, on veut être dans un corridor correct. La planification 3D a pris toute son importance. Mais quand est-ce qu'on va le garder essentiellement? Dans les déformations angulaires et dans les répétitions de chirurgie. Alors là-dessus, c'est essentiellement un scanner et une planification digitale. On quitte un petit peu notre activité routinière. Tout ce que je vous ai montré avant, c'est ce qu'on fait régulièrement pour rentrer dans des choses un petit peu plus atypiques. Donc, je vous ai pris un cas clinique qui est le premier que j'ai réalisé avec cette technique-là, il y a 3 ans environ. On a un labrador qui nous est présenté avec une luxation de rotule. On voit la rotule qui est déplacée là médialement.
Cette luxation de rotule, elle est liée à quoi? Elle est liée à une déformation du fémur. Le chien a un varus fémoral qui est trop important. C'est très développé dans les pays nord-américains, ces déformations-là. Puis ils ont beaucoup de labradors, ils doivent avoir une consanguinité assez forte. On en a moins en France, mais on en rencontre un coup de temps en temps. Donc là, on a une déformation avec un varus fémoral trop important. On va corriger la luxation de rotule en corrigeant la déformation du fémur. Et cette planification digitale, elle a été rendue possible par la rencontre avec une start-up à l'époque qui s'appelait Abyss, et grâce à des collègues chirurgiens que je remercierai à la fin, en particulier le docteur Caron à l'époque. Et donc, on va faire la segmentation, obtenir le volume en 3 dimensions de notre os. À partir du moment où on l'a, on va déterminer les axes anatomiques en partie proximale et en partie distale et déterminer le site de l'ostéotomie. Ça nous donne les caractéristiques de cette ostéotomie. On va faire un coin à 40 mm de la fin de la trochlée fémorale, de 15 mm de haut, et on va pouvoir retranscrire ça au bloc opératoire. Pour retranscrire ça au bloc, alors là, on a terminé. Si on n'était pas content de notre point, on aurait pu le répéter. Et on est véritablement dans la modélisation informatique. Et le gros avantage par rapport à toutes les autres techniques qu'on va envisager derrière, c'est la répétition. C'est-à-dire que là, on est avec l'ingénieur d'application. On lui dit, bah, je ne suis pas content, la correction n'est pas satisfaisante, je ne peux pas faire l'ostéotomie à cet endroit-là. On la redémarre. 2 minutes après, on a une nouvelle proposition d'un plan chirurgical. Ça va un petit peu plus loin parce qu'on a défini notre plan, c'était le but, hein, et maintenant, je voudrais savoir comment on va le reproduire au bloc opératoire. Ça va aller essentiellement avec les guides de visée et de réduction, des implants sur mesure, puis je vous parlerai un peu de navigation opératoire que j'aimerais voir arriver et de guidage fluoroscopique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre plan chirurgical, on va nous proposer des guides de coupe qui seront imprimés en 3 dimensions, qui vont comprendre les vis pour l'ostéosynthèse finale, des broches pour fixer le guide de coupe et qui vont aussi servir à fixer le guide de réduction. Et bien sûr, on voit les 2 axes ici de l'ostéotomie qui va être réalisée. L'étape d'après, quand on en a la possibilité financière, et j'y reviendrai, c'est de réaliser des implants sur mesure. L'ostéotomie a été réalisée. On a un petit puzzle en 3 dimensions qui est utilisé pour faire un guide de réduction. On n'a même pas besoin d'effectuer la réduction. Et les trous de l'ostéosynthèse finale avaient été réalisés dès le début grâce au guide complet. Donc ça, c'est des solutions rares et assez pointues qu'on a utilisées. Je vous le remonte dans le cas spécifique qu'on avait vu parce que l'ostéotomie était très distale. Donc, on a pu choisir, on arrive à mettre que 2 vis dans ce fragment distal-là. Et on se retrouve avec un implant spécifique au patient qu'on va pouvoir utiliser au bloc opératoire. Vous allez avoir quelques images. Ça, c'est réalisable aujourd'hui. On le fait de manière épisodique. On ne peut pas dire routinière parce que ça va être peut-être 2 fois dans l'année qu'on aura un patient suffisamment fortuné pour pouvoir nous suivre dans ces choses-là. De manière plus transversale avec la médecine humaine. Ce qui a intéressé la compagnie, qui nous a permis de faire les faisabilités là, c'est l'étape suivante, c'est le passage au bloc opératoire. Alors eux, ils ont développé une solution. Allez, je veux jouer celle-là. Ils ont développé une solution avec un casque de réalité virtuelle. Et l'idée étant d'avoir l'intégralité des guides de coupe, du matériel d'ostéosynthèse qu'on peut venir superposer aux patients. C'est une forme de navigation qui a l'avantage de ne pas nécessiter de repères. Si on déplace le patient au cours de l'intervention, on peut repositionner l'intégralité en cours d'intervention. Et leur but étant de se dispenser des guides en 3 dimensions dont on a parlé. On aura le casque de réalité virtuelle. Il repère le patient. On place l'os sur l'os du patient. On prend notre scie. À partir du moment où elle est dans le bon axe, l'écran clignote en vert. Vous faites la première ostéotomie. Et ainsi de suite pour tous les gestes. Et vous vous dispensez de toute l'impression 3D. On n'y est pas encore, mais c'est leur but à terme. Bon, le résultat post-opératoire, il est très consistant et fiable avec ces techniques-là. J'ai envie de dire encore heureux. Maintenant, en pratique, c'est le mot que j'ai souligné sur cette slide-là. En pratique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait ça tous les jours? Non. On va l'utiliser pour des fractures complexes et des déformations angulaires. Et pour la plupart des cas, je vais faire de l'impression 3D basique. Pourquoi? Parce que pour avoir l'ingénieur d'application, un créneau avec ces sociétés-là qui nous acceptent en tant que vétérinaire, on va avoir 2-3 semaines de délai. Quand on va leur demander le coût pour une intervention, le surcoût pour avoir la planification 3D, les guides de coupe, la plaque sur mesure, c'est environ 2 000 € qui nous est proposé par les startups aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'une ostéotomie correctrice chez nous, c'est 2 000 €. 2 000 €, je veux dire la consultation, les radiographies, l'anesthésie pour le scanner, l'hospitalisation, la chirurgie, l'anesthésie de la chirurgie, les implants, l'hospitalisation post-opératoire, la sortie, les anti-inflammatoires en sortie, les médicaments. Donc, quand vous proposez aux patients de passer de 2 000 à 4 000,
C'est un gap qui est énorme pour eux et on n'a pas grand monde qui nous suit là-dessus. On est déjà dans des positionnements tarifaires élevés par rapport au reste des structures vétérinaires. Moi, je travaille dans un centre hospitalier qui est déjà assez gros, assez équipé et déjà cher par rapport à ce qui se fait. Donc, on a un vrai problème de prix. Donc, on est passé pour notre quotidien sur l'impression 3D basique. Je vous présente un cas rapidement. Bon, il y a une très forte déformation sur ce tibia-là. Et on va imprimer en 3D à la maison, chez nous, l'os. Ça se fait rapidement. Et on va le découper, contourner une plaque standard qui est disponible sur le marché et planifier notre intervention comme ça. L'imprimante qu'on utilise, ce n'est pas des imprimantes haut de gamme, c'est du milieu de gamme avec les plastiques les plus standards. Et ça a permis à certains de mes résidents de publier sur le fait que ces imprimantes bon marché sont fiables, elles sont répétables. On peut autoclaver ces plastiques-là avec des variations. C'est une étude qu'on a fait avec l'ENS Lyon où on a déterminé qu'il y avait moins de 1 mm de déformation par rapport au modèle initial sur des tibias de chat. Donc, c'est satisfaisant, je pense, aujourd'hui pour un orthopédiste. Bon, la correction est plus imparfaite dans ce cas-là, mais elle est plus complexe à corriger. Ce qui est intéressant à voir peut-être pour le monde humain ici, c'est que 100% de ces cas-là, on va les traiter avec une seule ostéotomie, peut-être deux, mais ça sera une seule étape chirurgicale. On ne va jamais avoir 2 ou 3 étapes chirurgicales pour corriger un patient. Ce n'est pas possible financièrement, ce n'est pas acceptable pour les clients. Donc, en une seule chirurgie, on doit les corriger au maximum. En traumatologie, parce que je voulais quand même faire le lien, en traumatologie, c'est inenvisageable d'avoir ce délai d'attente et ça ne serait pas utile. Mais par contre, l'impression 3D et le scanner, on l'utilise. Un os de chien, j'arrive à l'imprimer selon le format entre 1h30 et 8 heures après avoir eu le scanner. Donc, je peux avoir le patient, le scanner, le lendemain, j'ai le bloc opératoire et j'ai l'os en 3D au bloc. Et ce qu'on fait de manière assez pratique, c'est qu'on ne va pas du tout s'intéresser à l'os cassé. On utilise le membre contralatéral, on fait un miroir, on imprime le miroir du membre contralatéral et on planifie la chirurgie sur le miroir du membre contralatéral. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler. C'est un cas qui est un petit peu vieux, le type d'ostéosynthèse est un petit peu daté. J'étais revenu sur notre problématique vétérinaire de taille. J'ai choisi 2 autres races à peu d'importance. C'est pour juste vous parler d'un système d'ostéosynthèse qui a été mis sur le marché il y a 12 mois par un acteur qui n'est pas petit, qui est Arthrex. Arthrex nous a mis en place un système vétérinaire et nous propose donc l'Arthrex Vet System. C'est magnifique. On a 6 tailles de plaques, 7 si on prend les tailles larges en compte. Et il n'y a que des plaques droites. Ne cherchez pas, il n'y a aucune plaque anatomique de disponible. Ce n'est pas complètement vrai. Ils en ont fait une pour le tibia proximal parce qu'on a une technique de nivellement qui est très utilisée et une pour l'humérus où il y a 2 tailles uniquement. Donc, ça ne peut pas s'adapter à nos patients. On est obligé de travailler avec des implants standards de plaque droite. Et donc, l'impression 3D, la modélisation en 3D, pour nous, elle est très importante parce qu'elle permet d'adapter ces plaques et les étapes de contournement sont quand même longues et fastidieuses. Mes générations qui ont connu les systèmes verrouillés sont bien moins bons pour contourner des implants que les générations plus de mes mentors. Et donc, cette impression 3D, ça nous permet de raccrocher les wagons du train. C'est une petite porte d'ouverture. Hein. On a une start-up là qui s'appelle Fusion Implants. Ils ont développé quelques implants spécifiques anatomiques. Ça, c'est toute leur gamme. Hein. Ça s'arrête là. Et ils l'ont fait exclusivement quasiment chez le chat. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de variations anatomiques. Et donc, en développant les implants pour le chat, ils ont accès à tout le marché félin en n'ayant que 2 ou 3 tailles d'implants. Là où sur le marché canin, du chihuahua au dog allemand, vous avez compris le problème. J'enchaîne avec 2 derniers cas, une chirurgie du rachis et notre luxation sacro-iliaque. Bon, la chirurgie du rachis, c'est un cas qui m'est prêté par le docteur Bilmont, qui travaille en Angleterre. Et on a une myélopathie cervicale caudate sur un Doberman. C'est quelque chose d'assez classique avec des déformations vertébrales et des hernies discales. Ça se traite en réalisant des corpectomies et une stabilisation des vertèbres. On se retrouve avec la même problématique de visée. Moi, ce que j'aimerais réaliser, c'est de la navigation. Ça fait des années que des labos d'expé ou quand je suis visité par les labos d'orthopédie, je leur demande de m'installer de la navigation, sans parler sous. Et j'ai toujours essuyé des refus. Ça a été accepté dans les labos d'expé. Apparemment, c'est possible de l'adapter au cochon et à la brebis. Quand je veux le faire venir et l'acheter dans mon bloc opératoire en chirurgie canine, en général, c'est le légal qui bloque parce que le logiciel n'a pas été développé pour ces espèces-là. Quelle est la responsabilité si jamais la visée est imparfaite, et ainsi de suite. Donc, je n'ai pas réussi. Et bien, on en revient à nos données sur les corridors et puis nos visées. Et là, on bénéficie clairement de ce qui a été fait en humaine parce que vous savez que le taux d'implantation des vis pédiculaires, quand c'est un placement libre, il peut y avoir des taux d'erreur qui sont assez élevés. C'est réduit très clairement par la navigation et très réduit par le guide imprimé en 3D. Bon, on n'a pas pu passer par l'étape de navigation et nous, on est directement passé
au guide 3D. Et vous avez là la vertèbre du patient, sa segmentation en 3 dimensions et le guide de visée qui est proposé. On va l'implanter au bloc. Et la vidéo que je voulais vous montrer, c'est la qualité de l'implantation sur ce chien avec des corridors qui sont quand même extrêmement fins. On a des vis qui occupent 100% de la place disponible entre l'artère vertébrale et la moelle épinière. Et grâce à ces guides de visée-là, on a vraiment une précision et un geste qu'on ne se serait pas permis sans ces guides de visée-là. Quand ils ne sont pas disponibles, on met des vis monocorticales uniquement dans le corps. On ne va pas chercher une bicorticale qui passe entre l'artère vertébrale et le canal. J'en terminerai avec mon cas de luxation sacro-iliaque pour vous dire que là, on a la modélisation de là où on doit passer l'implant. On ne peut pas le reproduire de manière simple au bloc, donc ça nous oblige à passer en fluoroscopie. C'est quelque chose qu'on réalise classiquement dans notre centre. Là, c'est des images au bloc opératoire chez moi. On va réduire la luxation sacro-iliaque avec une petite broche qui va nous servir de davier, placer une broche guide, une mèche filetée, une vis cannulée, et on va arriver à placer une vis de 2,7 mm dans ce canal qui faisait 4 mm. Ma transition est pour les conférences suivantes. Je ne vous ai pas parlé de chirurgie robotisée. J'ai contacté hier un collègue pour savoir si je pouvais utiliser quelques-unes des photos qu'il utilise en chirurgie robotisée. Ça commence à arriver en médecine vétérinaire. Il y a 6 degrés de liberté sur son bras robotisé. Là, on est aux États-Unis, à Los Angeles, et il développe en parallèle sa start-up de chirurgie robotisée pour le monde de l'orthopédie. Merci à tous pour votre accueil. Merci beaucoup pour cette belle démonstration de modélisation qui me rappelle un peu la chirurgie orthopédique de l'adulte et de l'homme. C'est tout à fait parallèle. Y a-t-il des questions? Oui, une question. C'est pas une question, enfin, il y a une petite question, c'est des remarques pour dire que, bon, qu'une fois de plus, on voit que la chirurgie vétérinaire est très évoluée. Hein. Je veux dire, il y a des centres dans lesquels toutes les technologies de pointe, je veux dire, sont utilisées, etc. Et on l'a vu pour la chirurgie stérotoxique, pour les cerveaux des chiens, etc., etc. Il y a deux choses. C'est très étonnant de partir sur l'idée de la reconstruction 3D de l'os pour faire après le travail de l'ostéosynthèse. Je veux dire, toute la reconstruction actuelle, enfin le travail actuel est fait, je veux dire, sur la virtualisation de l'os et la modélisation sur cette reconstruction virtuelle, avec, je veux dire, des projets très, très avancés dans lesquels il y a une espèce de micro-factory locale dans lequel on a effectivement, je dirais, pendant la planification, on envoie effectivement, comme on le fait pour l'imagerie, on a une reconstruction et je veux dire, le fichier informatique de la plaque ou des plaques métalliques ou en titane, etc., sont faites. Et la microfactory est dans le bloc opératoire, dans lequel on a la reconstruction en temps réel et des solutions aussi de stérilisation qui sont, on a vraiment l'impression, là, on passe un pas, mais on a vraiment l'impression que c'est la diminution des stocks, c'est énormément toute la gestion du matériel qui est à travers ces solutions qui sont en train de se développer excessivement rapidement, y compris en France, hein, parce que cette microfactory là dont je vous parle c'est plus qu'une start-up. Hein, je veux dire, c'est quelque chose qui se développe de manière importante. Merci au docteur Koufidal, qui est président de la commission innovation. Professeur Benamou. Oui. Chers collègues, d'abord bravo pour votre présentation, très, très remarquable. Et en même temps, une réflexion peut-être à partager ensemble. Dans quelle mesure, puisque l'Académie prépare un grand séminaire, les rencontres internationales de la chirurgie francophone au mois d'octobre, sur le thème de la formation des opérateurs, les formations innovantes des opérateurs, qu'ils soient un chirurgien ou interventionnel, dans quelle mesure on pourrait peut-être construire entre les écoles de chirurgie humaine et les écoles vétérinaires une véritable coopération pour la formation des jeunes opérateurs. C'est une question. C'est plus vaste comme c'est une question globale. Alors, et une suggestion. Je pense que organisationnelle. Il y aura d'autres intervenants qui seront plus à même de vous répondre.
parce que moi, j'ai quitté le monde de la formation il y a déjà 15 ans et tout ce que je vous ai présenté, c'est réalisé exclusivement en centre privé, là. Oui, mais rien n'exclut que les centres privés participent à l'éducation des plus jeunes, hein, au contraire. Alors, c'est le cas, mais à un volume d'échelle qui est réservé aux résidents. Oui, parce que nous faisons au ministère de l'Enseignement supérieur donc un rendu après avoir fait un colloque à l'Assemblée nationale le 15 mars sur la formation. De là est sorti des commissions et donc il y aura un rendu avec une signature avec la ministre, pardon, le 28 et 29 octobre prochain au ministère. Ça peut être véritablement l'occasion d'une réflexion interacadémique avec l'Académie des sciences vétérinaires et l'Académie de chirurgie, de trouver peut-être des pistes nouvelles à proposer parce que les terrains, le travail sur l'animal, hein, étant extrêmement contraint pour de la formation, mais pour le soin des animaux, on a quelque chose qui est naturel et qui est normal. Et donc, on peut faire une expérience chirurgicale qui est justifiée et qui permet de former des plus jeunes. Ça peut être une grosse piste. Voilà. Alors, je tiens à préciser en complément de ce qui a été dit que Dimitri Leperlier travaille au centre hospitalier Pommery à Reims. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui, mais ça remonte déjà à quelques années. Et je constate d'ailleurs que tout évolue très vite, hein. Quand j'y étais, ça fait quand même pas si longtemps que ça, il y a 3-4 ans. Bon, je m'occupais pas de chirurgie puisque je m'occupais des NAC, mais on n'était pas à ce stade d'évolution technique. Et je me permets également d'ajouter que j'avais beaucoup apprécié tes compétences chirurgicales dans mon domaine, bien évidemment. Et Dimitri Leperlier est également diplômé du Collège européen de chirurgie vétérinaire. Voilà. Je vois qu'il y a pas mal de monde en visio, y compris mon voisin à l'Académie de médecine, le professeur Laplace. Est-ce que le professeur Laplace a un commentaire à faire? Non. Bon. Professeur Jeunet. Juste pour souligner que vous avez cité Abyss et que le président d'Abyss est membre libre de l'Académie de chirurgie et que l'Académie de chirurgie lui a d'ailleurs décerné un prix en matière d'innovation parce que effectivement les chirurgiens orthopédistes sont très intéressés par la solution qu'il propose, qui est une solution particulièrement innovante. Alors peut-être que quand le marché va s'ouvrir, ça sera moins cher pour tout le monde. Espérons. En fait, en vous écoutant tous, je me suis posé la question, comme ça en termes d'externe, est-ce que vous pensez qu'il y aurait beaucoup plus de passerelles à établir entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire, que ce soit en anesthésie ou en chirurgie? Et est-ce que finalement, en s'occupant un peu mieux des animaux, cela pourrait aussi servir à la médecine humaine? Parce que c'est ce que vous disiez un petit peu en idée souterraine. J'ai l'impression que c'était plutôt ça. C'était clair, c'était pas souterrain. Oui, voilà. Bon, c'était plus diplomate que moi, en tout cas. Donc, je me demandais si vous pensez qu'on pourrait effectivement, avec les écoles vétérinaires, il y en a 4 officiellement sur le territoire français, d'établir des passerelles de formation en testant des choses peut-être sur... Parce que le facteur limitant en médecine vétérinaire, c'est le coût. Ça coûte beaucoup trop cher. C'est pas les bonnes idées, c'est pas l'envie. Vous voyez bien que là, on a envie d'aller faire des chirurgies extrêmement développées, mais ça sera le coût qui sera le facteur limitant en médecine vétérinaire. Et finalement, est-ce que en développant un peu plus en médecine vétérinaire, en testant sur la médecine vétérinaire sur les animaux, mais pas simplement pour faire de l'expérience, avec une véritable indication, est-ce que cela ne servirait-il pas aussi à la médecine humaine? Est-ce que vous pensez que ça c'est une piste ou vous voulez chacun rester de votre côté? Voilà. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est pas du tout rester chacun de ce côté, c'est comment trouver une organisation qui permette justement une coopération efficace et réelle, inscrite dans les faits, anticipée. Comme on a créé un groupe de travail sur les écoles de chirurgie en France, pourquoi ne pas vous y convier, les écoles de chirurgie vétérinaire, pour voir comment on pourrait trouver des moyens de travailler ensemble et de faire travailler nos jeunes au bénéfice de tous.
Oui, merci. En fait, de l'échange qui vient de se dérouler là, on peut imaginer une chirurgie frugale qui serait destinée notamment aux pays francophones en développement et qui pourrait tirer parti des méthodes moins coûteuses qui sont développées en chirurgie vétérinaire. Alors, ça fait partie du programme des RICF, des rencontres francophones, où les collègues comme Bernard Dugarin et là préparent justement une présentation de la chirurgie frugale. Comment faire avec moins d'argent, bien, répondre réellement aux véritables besoins. Donc c'est un vrai sujet. Et je vais aller en complément, puisque je parle aussi avec mon voisin, le docteur Boussari. Pourquoi ne pas faire une maison de la chirurgie commune? Oui. Ben oui, ça serait une excellente idée, absolument. Et donc, voilà. Et donc, ça passera même au conseil d'administration du 23 mai. Donc, vous voyez que voilà. C'est faire pour bien faire et avoir un vrai programme d'action. Et qu'on soit ensemble dans les mêmes lieux. Tu prends note? Dans les mêmes lieux. Je voulais également préciser à propos du coût des frais vétérinaires, des interventions vétérinaires. Il faut quand même moduler pour deux raisons. D'abord, il y a un certain nombre de propriétaires qui ont des assurances. Nous avons des assurances maladie et chirurgie, donc il y en a un certain nombre. Beaucoup moins qu'en Angleterre ou dans les pays scandinaves, effectivement, à peu près, mais il y en a, c'est de plus en plus quand même. Hein. Il y a quand même un certain nombre de propriétaires qui sont aujourd'hui assurés. Et deuxièmement, je dirais que quand on discute avec les propriétaires, bon, moi qui ai travaillé en CHV, je me suis rendu compte, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur animal. Ce n'est pas une question d'argent. Et à partir du moment où on fait des facilités de paiement, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leur animal, quitte à payer plus cher. Enfin, je ne sais pas, Dimitri, ce que tu en penses. Oui, après, je pense que tout le monde a une profondeur de poche qui est déterminée par son pantalon. Quand je discute avec mes collègues qui sont quand même une étape au-delà de nous aux États-Unis, on est sur des budgets qui vont être x5 à x10 des nôtres. Et donc là, je pense que j'aurais beaucoup plus de facilité à intégrer des solutions très avancées répétées au bloc. Et les gens sont passionnés par leurs animaux, mais à la fin du mois, ils ont besoin d'équilibrer le budget, quoi. Merci beaucoup. J'appelle